On poursuit avec la correction du dossier numéro 5. Le dossier numéro 5, donc c'était Madame Y, 65 ans, qui revenait de Côte d'Ivoire et qui avait des troubles neurologiques, digestifs, musculaires, donc des céphalées fébriles au retour de voyage. Et il y avait la question assez classique et pour laquelle il ne faut pas se tromper de l'examen demandé en urgence. Il faut être sûr d'avoir ce réflexe-là, de la fièvre, a fortiori avec les céphalées, a fortiori avec les symptômes digestifs. Ça doit bien conduire à éliminer un accès palustre, en l'occurrence un accès palustre grave, parce que là il y a des signes de gravité si c'était ça. Donc là il faut faire un frottis sanguin. Et très souvent on se rend compte qu'en fait les malades ils ne font pas juste un accès palustre, ils font un accès palustre et autre chose, une complication infectieuse. Donc le malade arrive, il a authentiquement sa pneumonie, ça c'est sûr, mais en plus il fait un accès palustre et potentiellement grave. Donc du coup cet examen il est vraiment fondamental, c'est pas une question parachutée aberrante, il faut vraiment y penser, vraiment la faire. Si on a un point d'appel, en l'occurrence la fièvre du retour de voyage. Là c'est vraiment, ça ne porte pas trop à discussion. Donc c'était normal, c'est très bien, on n'a qu'une chose à se concentrer, c'est l'anomalie pulmonaire, qui est le diagnostic qu'on retient. Bon, c'est assez facile, sur tous les symptômes multiples de l'atteinte pulmonaire, il y a deux germes sur lesquels il faut se méfier. Il y en a un qui peut vraiment donner des atteintes transversales pour un dossier de D4, ça peut être très bien, surtout pour les questions d'après. C'est le mycoplasme, ça peut être très bien pour les atteintes complications immuno, etc., hémato, machin. Là, c'était bien une légionelle. Là, c'était bien une légionellose pulmonaire. La justification, on trouve toujours une cause à un voyage, quelque chose, ou un séjour, un voyage à l'étranger, quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui porte à faire le diagnostic de la légionellose. Il y avait une sous-question, c'était le diagnostic, comment confirmer le diagnostic. La plupart du temps, on y arrive avec l'antigénurie pour le sérotype 1, à tel point qu'en fait, lorsqu'on traite une pneumopathie à l'aveugle, sans germe, et qu'on met la bithérapie, on ne laisse pas tout le monde sous bithérapie. Et souvent, lorsqu'il n'y a pas de point d'appel évident dans l'histoire et dans la clinique pour une atteinte, pour un germe intracellulaire, quel qu'il soit, et bien souvent, on revient de 2 antibiotiques à 1 antibiotique. En l'occurrence, on enlève l'antibiotique à visée intracellulaire lorsqu'on a éliminé tout au moins la légionellose sur la base simplement de l'antigénurie légionelle. Sauf s'il y a un doute dans la clinique ou dans l'anamnèse, enfin dans la clinique globalement, et à ce moment-là, s'il y a un doute, on est obligé de laisser 2 antibiotiques à l'aveugle et on verra plus tard s'il n'y a pas une sérologie qui revient positive. Mais là, finalement, pour les examens que vous allez demander l'antigénurie, et pas seulement, quand vous demandez l'antigénurie, vous appelez le labo en disant voilà, j'ai vraiment une suspicion de légionelle, il faut que le labo sache, et à ce moment-là, tout ce que vous enverrez, notamment au niveau respiratoire, pour les immunofluorescences, si vous envoyez des crachats, des aspirations, pour des immunofluorescences et des cultures sur milieux spéciaux, il faut bien que le labo soit prévenu que vous cherchez une légionelle et que vous la cherchez avec conviction. Vous pourriez envisager de faire des prélèvements invasifs. Là, ce n'est pas trop la question. Si vous faites des prélèvements de crachat, ils ne sont pas systématiques. Ce serait pour des immunofluorescences et des cultures sur milieu pour germes intracellulaires, culture un peu lente, quoi. Les sérologies, c'est pour le diagnostic rétrospectif. C'est toujours bien de faire une sérologie au départ pour la comparer, voir s'il y a bien un facteur multiplicatif de 4 à 15 jours après. Donc, pensez éventuellement à faire cette sérologie. La thérapeutique, alors la thérapeutique, là aussi, il y a des petites choses qui ne vont pas tout à fait dans le corrigé adapté. Là, il y a l'antibiothérapie, elle est vraiment écrite noir sur blanc dans la conférence de consensus 2006, simple. Vous ne perdez pas dans les classifications des pneumopathies à risque. Là, dans les pneumopathies, ils vous disent, pour être sûr qu'on puisse le laisser rentrer chez lui ou qu'on le garde à l'hôpital, là, vous avez le score fine où il y a 50 critères simplifiés avec le CURB 65 et puis simplifié avec le CRB pour savoir que le malade polypnique ne rentre pas chez lui, enfin, c'est presque ça, et surtout s'il est vieux. Là-dedans, il y a les antibiotiques marqués quand on a une légionellose. Et donc il y a marqué qu'il faut 5 jours de bithérapie avec notamment un macrolide, ça n'a pas fait doubler par les fluoroquinolones antipneumococciques notamment. Il faut bien ce traitement par macrolide qu'on associe pendant 5 jours à la fluoroquinolone. Ça banalise un peu trop la fluoroquinolone. D'ailleurs, ils le disent quand même, ils disent attention, si le malade a déjà eu de la fluoroquinolone avant, ne le remettez pas. Parce qu'en fait, ça sélectionne, c'est quand même très large et très efficace comme antibiotique, et du coup, ça pourrait sélectionner énormément de germes. Donc, il faut pas le prescrire à la légère. En l'occurrence, là, de prescrire une biantibiothérapie par macrolide et fluoroquinolone, ça pourrait permettre de faire une bithérapie de 5 jours et une durée totale, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure, de 10 à 14 jours, donc de raccourcir un petit peu. C'est quand même très efficace. Sur le macrolide, vous pouvez mettre celui que vous voulez, l'érythromycine traditionnelle ou la roxythromycine ou la spiramycine, si vous voulez mettre rulide ou revamycine. Au départ, quand même, privilégiez l'abord IV, c'est important. Si vous avez un malade qui vient pour, comme ça, le même, forte suspicion légionelle, vous n'avez pas encore le résultat de l'antigénurie, vous allez l'avoir assez vite, vous n'allez pas l'avoir dans 3 semaines. Vous pouvez même mettre un 3e antibiotique.
Parce que si par hasard ce n'était pas une légionelle et que vous n'avez pas mis de C3G, on pourrait vous le reprocher. Donc très souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on met en pratique, il n'y a toujours que 2 antibiotiques, mais forte suspicion de légionelle, vous marquez, vous, si vous retenez un diagnostic, macrolide, fluoroquinolone, les 2-5 jours, et après le macrolide sur 10 à 14 jours au total. Mais là, Ça, c'est si vous êtes certain du diagnostic. Vous avez le résultat, l'antigénurie, vous avez une légionellose à traiter. Si au départ, vous n'êtes pas certain, n'oubliez pas la C3G. Parce que ça ne fait pas tout sinon. N'oubliez pas la C3G quand même. Elle est vraiment, c'est un axe fondamental, hein, la pénicilline dans la pneumopathie. Hein. Donc n'oubliez pas, quitte à l'enlever après 1 ou 2 journées, le temps d'attendre les résultats. Et ça va vite hein, d'avoir une antigénurie. Hein. Et on ne va pas avoir de gros impacts sur le plan bactériologique. Par contre, sur le plan individuel, beaucoup. N'oubliez pas évidemment tout le traitement symptomatique qui va avec les plaintes multiples hein, qui sont listées. Là, c'est important. Hein. La surveillance, c'est des questions qu'on n'aime pas. C'est des questions qui sont simples. Je ne vais pas vous la détailler. Faites-vous un plan. Hein, vous surveillez la clinique, le paraclinique, et vous surveillez dans chacune des rubriques l'efficacité et la tolérance du traitement. Vous avez vos 4 rubriques, ça c'est fait, vous remplissez, et vous ratez rien, et vous ne faites pas non plus 3 tartines. Donc c'est vraiment, c'est un plan facile que tout le monde connaît, qui fatigue à l'avance. Quand on voit une question de surveillance, on est déjà fatigué avant même de la répondre, et pourtant vous pouvez prendre tous les points, il ne faut rien rater. Quand vous regardez sur la question de surveillance, si vous n'avez pas eu tous les points, vous pouvez vous le reprocher derrière. Donc vraiment là, ratez rien, et ciblez les choses. Sur le diagramme sanguin, vous allez vous intéresser à l'anatrémie, sur le bilan hépatique, en fait, vous allez surtout voir les CK, parce que la rhabdomyolyse, en fait, c'est surtout l'atteinte musculaire qui va pouvoir participer à l'élévation des transaminases, ce ne sera peut-être pas tout à fait spécifique des transaminases. Donc marquez bien ça, que vous surveillez aussi un petit peu les gaz du sang, ça pourrait être utile. Les mesures collectives, là, impératives à la question 5, marquez bien que c'est urgent, ces mesures collectives, précisez-le bien. Et donc là, vous devez avoir ces mots là, de déclaration obligatoire à la DAS par téléphone. Vous confirmez après par courrier ou par fax au médecin que vous avez au téléphone, mais vous le déclarez en urgence, ça c'est important. Et donc c'est eux qui vont se charger de l'enquête environnementale. Ce que vous envoyez par courrier ou par fax, ça c'est le formulaire de déclaration de la légionelle évidemment. À quoi ça va servir de le déclarer? Ils vont prendre en charge le dépistage et le traitement des sujets contacts et éventuellement chercher s'il n'y a pas d'autres cas à proximité. Et on se rend compte qu'en fait les gens reviennent d'avion, leur voyage, ils sont traités dans les hôpitaux voisins, les gens ne communiquent pas entre eux et en fait parfois il y a des errances diagnostiques à droite, des diagnostics plus évidents à gauche, les malades ont les mêmes symptômes, dans le même délai d'incubation en fait. C'est important, maladie infectieuse, délai d'incubation comme mot-clé et c'est les centres qui récoltent la DRAS, en l'occurrence les déclarations obligatoires qui permettent de coordonner tout le monde et de rattraper les choses et aussi de cibler la cause de la contamination première. Le mécanisme de contamination, bien évidemment, c'est pas à main du porté, c'est une maladie infectieuse qui est due à la Legionella pneumophila, vous pouvez l'écrire, c'est ça qui est le contaminant, c'est un BGN et il est contaminant par voie aérienne, c'est la transmission sur les microparticules, les microgouttelettes et donc c'est souvent sur les circuits d'eau chaude. Voilà, donc tous les climatiseurs, ce que vous voulez. L'évolution clinique, alors ça c'est typique quand vous avez une pneumopathie grave, surtout une légionelle, d'évoluer mal, sinon c'est pas drôle pour les cas cliniques. En l'occurrence, le malade n'a pas évolué mal, il a très bien évolué. Ça c'était typiquement une difficulté d'apporter de l'oxygène à un patient malgré l'apport maximal. On ne peut pas faire plus que plus, 100% de FiO2 et avoir une saturation imparfaite, quand même déplorable. Combien on aurait si on nous met un masque oxygène on imagine qu'on est ventilé avec une sonde étanche et on met 100% des FiO2. Jusqu'à combien on peut monter? Qui dit plus? Ça, c'est le juste prix. Le juste prix de la PO2 en FiO2 1, voilà. On passe de 21% dans l'air à 1, à 100%. On monte à 500, 600. Voilà. En fait, si on a, ça dépend de quoi? C'est plus dur. De quoi ça dépend? Ça dépend de la température du corps, ça dépend de la fièvre, c'est plus dur. Pas facile. Parce qu'en fait, quand tu n'as que de l'oxygène dans le mélange gazeux que tu apportes, il y a quand même autre chose qui va prendre une partie de la place, si on veut dire. Comme tu ne vas pas t'alourdir, parce que la pression atmosphérique restera la même, tu auras ton 1 atmosphère, dans ton 760 mm de mercure, il y aura forcément de l'eau sous forme gazeuse, à cause de ta température. Et donc l'eau sous forme gazeuse va varier en fonction de si tu as beaucoup de fièvre ou pas beaucoup de fièvre. À 37 degrés, tu as 47, 50 mm de mercure. Et donc la différence, ce sera approximativement ce que tu pourras gagner en PO2. On peut retenir qu'on peut monter jusqu'à 600-650 mm de mercure de PO2 en 100% sur un sujet normal. Et donc si avec 100% de FiO2, vous montez à vous vous rappelez la courbe de dissociation, quand vous passez en dessous des 90%, c'est le drame, c'est chute libre. 94, quand même pas terrible. Vous avez 70 mm de mercure de PO2 pour 100% des FiO2, c'est dramatique. C'est pour ça qu'on a inventé de faire le rapport
le rapport de PO2 sur FiO2. En dessous de 200, vous avez le diagnostic de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et en l'occurrence, ça correspond à une altération de la barrière alvéolo-capillaire. Le poumon est malade directement. Il faut être sûr, c'était ça la question, hein, quel examen est nécessaire, être sûr que ce ne soit pas hémodynamique, cardiogénique, que ça ne vienne pas d'une déséquilibre de la Starling, que ce ne soit pas le cœur gauche qui soit malade. Donc vérifier les pressions pulmonaires, les pressions dans les vaisseaux. Si la pression dans le vaisseau est bonne, et qu'on a cet œdème pulmonaire incontrôlé, à ce moment-là, c'est que c'est sûr que c'est la barrière alvéolo-capillaire qui fait entre guillemets mal son étanchéité, qui est lésée, et donc c'est le SDRA. L'examen là pour être sûr qu'il n'y avait pas d'OAP, maintenant traditionnellement c'est l'écho-cœur, on peut quand même assez facilement avoir la réponse. Le gold standard, c'est quoi sinon? Pour être sûr que la pression soit normale dans le vaisseau, c'est le caté. Aller dans le vaisseau et le vérifier, donc le caté droit. Voilà, sinon c'est le gold standard. Maintenant, on ne sent pas, il y a des endroits où ils font ça systématiquement, d'autres endroits où ils ne le font pas systématiquement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on est au plus que plus, on ne peut pas faire plus? On est à 100% des FiO2, on a une SAT merdique, ça va pas s'améliorer tout seul. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer faire? La retourner, la crêpe, c'est bien ça, la crêpe, ça marche bien. Que d'autres? Le NO, c'est pas mal. Alors après, il y en a qui vont remplir un petit peu, d'autres qui vont vider. On a un peu peur de remplir quand les poumons sont blancs. Hein. Donc le NO, et surtout là, il fallait proposer des mesures physiques non médicamenteuses, donc de faire une séance de décubitus ventral. Il n'y a pas besoin de faire la crêpe, généralement on laisse 12 à 24 heures. Le problème que ça pose essentiellement, c'est que ça écrase la tête des gens. Je ne sais pas si vous avez vu, les gens finissent à peu près comme ça, enfin, vous imaginez. C'est pas très brillant. Si on ne se méfie pas, si on laisse les gens des heures comme ça, ils peuvent faire un escarre de la face. Hein. Bah ouais, non, vous laissez des heures, oui, mais pas des jours. Donc au bout de 24 heures, vous n'oubliez pas que le malade sur le dos, vous avez du mal à retourner parce qu'il fait 200 kg, vous n'oubliez pas de le remettre dans l'autre sens, quoi. Donc après, vous allez voir s'il garde le bénéfice ou non. Et donc souvent, au moment où on le retourne, souvent c'est un peu moins bien, à cause du fait que la cage thoracique est un peu plus rigide dans cette position. Et puis après, finalement, il y a un petit gain. Et il se pourrait même que les malades fassent moins d'infections bronchopulmonaires en plus sous ventilation. Voilà. Au passage, vous ne mettez pas, la tête en bas. Hein. Donc vous pensez toujours, hein, quand on est sur le dos, on est plutôt en proclive dorsale, donc quand on est sur le ventre, on n'est pas en train de Landebourg, sinon ça fout mal. Donc pensez toujours à maintenir, l'inverse du Landebourg, c'est le proclive sur le plan, donc 30 degrés au moins. L'histoire du fluidex et des symptômes musculaires, là, le fluidex c'est l'indapamide, diurétique qui est hypokaliémiant. Et donc on aurait pu imaginer que les symptômes musculaires en lien avec une hypokaliémie sur ce traitement sont en lien avec l'hypokaliémie sur un traitement diurétique thiazidique au long cours. Et donc est-ce que ça pourrait expliquer la dyspnée? On peut imaginer que l'hypokaliémie explique la dyspnée si ça se complique un petit peu de troubles du rythme. On peut être un petit peu essoufflé si on passe en FA ou ce que vous voulez. C'est la petite question parce que le malade n'avait pas d'hypokaliémie en rapport avec le traitement, hein, mais dans le sujet. Il nous reste un petit dossier, encore un vrai dossier. Ah oui, alors ça c'est bien ça. Le dernier dossier, je vous le fais vite. C'est facile, hein. Mademoiselle, on passe au dossier 6. On passe au dossier 6. Oui, c'était pas si facile que ça. Le dossier 6, Mademoiselle P, 28 ans, la jeune musicienne. Alors en fait, ce qui change un petit peu, c'est de marquer, j'avais marqué qu'elle était musicienne. De marquer qu'elle est saxophoniste, c'est pas pareil pour le traitement, ça change tout. De marquer qu'elle est musicienne, ça laisse planer le doute, on sait jamais. Donc l'attitude minimale, c'est facile, hein, il n'y a pas beaucoup de points là-dessus parce que c'est pas très dur. Il faut juste lui dire arrêtez de fumer, quoi. C'est le conseil minimal, c'est ça qui rapporte les points. Les principales causes à évoquer devant une douleur thoracique, alors là, j'insiste pas là-dessus, vous devez bien les connaître, ne partez pas trop loin dans les causes rares. Hein. Et parfois, ça fait mal d'appuyer sur la poitrine, il y a bien une part pariétale, et ça c'est quand on ne trouve pas qu'il y a autre chose. Quand il n'y a rien d'autre, on dit qu'il y a une douleur pariétale. Je vous dis ça pour une autre rubrique que le pneumothorax évidemment, ou d'autres causes plus graves que vous aurez éliminées avant. Quand les gens ont mal sur la paroi, c'est pas forcément l'arthrite sternocostale et le tiède, c'est autre chose. Là, il y a plein de maladies, il y a quelques petites maladies rares qui existent que je vous ai listées, mais parfois les gens ils ont mal, on ne sait pas pourquoi. Et donc à ce moment-là, on leur dit ils ont une douleur pariétale, et là tout de suite ça va mieux parce qu'on a mis un diagnostic sur ce qu'ils ont, on dit ah ouais c'est bien ça. Et donc on leur donne une Doliprane, ils sont guéris, c'est vrai. Hein. Pour ça il faut éliminer les causes graves évidemment. Hein. L'examen clinique là, on décrit l'examen clinique, on vous donne la radio, c'est une radio réelle. Je ne sais pas si vous avez bien vu cette radio, regardez-la bien. Encore une fois, la reproduction montre pas bien le liseré pariétal qu'on voyait très bien normalement sur les deux radios. C'est vraiment des radios typiques sur toute la hauteur. C'est la radio que vous voyez complètement, la bonne qualité là. C'est une radio en inspiration profonde qui a été faite à l'extérieur, en ville, dans un bon cabinet de radiologie. On lui a fait faire une belle radio standard. Et sur cette radio, on voyait déjà, c'est pas évident, mais on voyait déjà le décollement. Là, on voyait l'absence de trame parenchymateuse en périphérie du poumon droit. Et on voyait très bien que sur le zoom sur la radio à droite, c'était bien le poumon droit qui nous intéressait de toute façon. Donc il faut bien cibler les choses intéressantes. Sur cette radio qu'il faut que je regarde.
Ouais. Sur cette radio, est-ce que vous avez vu à quel temps respiratoire, je vous ai mangé la solution, était fait la radio de droite? La radio de droite, elle est faite en expiration forcée. Or, la radio de gauche, elle était faite en inspiration forcée. Si sur une radio en inspiration forcée, vous voyez, là on peut le voir un petit peu sur la superposition avec l'ombre mammaire droite. On voit un petit peu le décollement, la ligne pariétale. Hein. On regarde l'ombre mammaire à droite, là on voit un peu le décollement. Il doit faire 1 ou 2 cm globalement, c'est pas à l'échelle. Et donc on le voyait déjà sur la radio en inspiration profonde. Qu'est-ce que vous risquez de faire si vous faites une radio en expiration forcée? Qu'est-ce qui se passe hémodynamiquement? Si on fait une expiration forcée, on peut imaginer que du coup on ouvre bien la brèche qui a généré le pneumothorax, qu'à ce moment-là il y a énormément d'air qui se loge en périphérie du poumon et que cet air se mette en surpression par rapport à l'air intra-alvéolaire et que du coup ils viennent écraser les structures médiastinales. Donc les structures médiastinales, pas de problème, elles sont solides, sauf qu'il y en a certaines dans lesquelles la pression n'est pas très élevée, comme les veines, notamment les veines caves, supérieures et inférieures. Et donc ça peut très bien faire une bonne expiration bien forcée là, sur un pneumothorax. On peut tout à fait arrêter le retour veineux au ventricule droit, collabant les veines, et à ce moment-là on provoque une tamponnade gazeuse. Donc on peut très bien voir le malade souffler fort, boum, voilà, par terre, voilà, en arrêt à peu près. Hein. Donc il faut se méfier. Hein. Donc on voyait bien que la radio de droite était où on ciblait juste le poumon droit était en expiration forcée et mettait en évidence une anomalie qui pouvait peut-être passer inaperçue sur la radio de face en inspiration profonde. La ligne toute droite là, la ligne toute droite en bas, c'était bien de l'épanchement pleural. On voit la coupole qui superpose, qui fait signe de la silhouette là, avec l'ombre mammaire. On voit un endroit où effectivement on voit bien la coupole. Et puis derrière, il y a une ligne blanche, et tout en bas c'est très blanc, c'est très radio-opaque, et c'est un petit épanchement pleural droit. Ça c'est suspect. Si on a un pneumothorax, on n'aurait pas de raison a priori d'avoir, il y a quelques raisons quand même, mais un épanchement pleural avec un pneumothorax, c'est suspect. Vous le voyez mieux à droite, parce qu'évidemment, il remonte derrière la coupole si on fait une expiration. Donc il efface presque la coupole droite. Et donc vous avez retenu que surtout, c'est une contre-indication à faire les radios en expiration forcée sur un pneumothorax, qu'en l'occurrence, si vous voyez un épanchement associé à un pneumothorax, jusqu'à preuve du contraire, c'est quoi le liquide ? Jusqu'à preuve du contraire, vous ne pouvez pas l'éliminer. Donc vous devez prendre ça en charge comme un hémopneumothorax droit, jusqu'à preuve du contraire, même si a priori il y a un peu plus de chances, enfin c'est difficile de savoir, c'est pour ça qu'on ne fait pas le pari qui est dangereux, mais sinon ça peut tout à fait être un épanchement pleural juste réactionnel au pneumothorax et avoir une petite lame de liquide, c'est observé assez fréquemment, mais il faut être sûr que ce ne soit pas du sang, parce que sinon ça va monter très vite le niveau. Donc, le pneumothorax, on ne le voit pas très bien. Ah oui, alors on voit mieux sur le cliché de droite, en fait, où on voit le décollement il passe à peu près par le segment moyen de la clavicule. Si vous suivez le segment moyen de la clavicule à peu près, là on arrive à descendre et on voit surtout avec la dernière côte qui intercepte l'angle costo-diaphragmatique droit, on voit arriver le parenchyme. Je vais peut-être essayer de vous faire un petit dessin. Voilà. Là, vous avez le parenchyme, là, vous avez la côte. Ici, vous voyez encore mieux. Évidemment, vous voyez mieux sur la radio en expiration forcée. Les critères alors, le diagnostic à retenir, et vous n'oubliez pas que sur la radio, vous faites le diagnostic radiologique, et sur la clinique, vous faites le diagnostic radio-clinique, parce que vous avez les deux éléments pour conclure. C'était ça la différence entre la question 3, où il fallait conclure et pas oublier, et la question 4, où il fallait faire le diagnostic. Il ne fallait pas que la question 4 fasse oublier le diagnostic de la question 3, évidemment. Vous dites au passage que le pneumothorax, il n'est pas compressif. En même temps, s'il avait comprimé, l'expiration, on l'aurait vite vu. Donc dites qu'il n'est pas compressif. Et dans les critères de gravité, c'est pas pareil. Donc vous les connaissez, les critères de gravité, le fait qu'il soit bilatéral, qu'il y ait une bride, qu'il y ait un pneumothorax ou qu'il soit compressif. C'est pas pareil d'être compressif ou d'être complet. Ça commence par la même syllabe, mais finalement, ça ne se termine pas pareil. S'il est complet, c'est un critère d'abondance. Et donc un pneumothorax qui est complet, qui est abondant, ça va plutôt se terminer par un drain que par une surveillance simple. Un pneumothorax compressif, ça va être une urgence à drainer, c'est pas pareil. Là, c'est sûr que ça va être un drain, mais ça va être une urgence. Donc, c'est pas pareil le critère d'abondance ou le critère de gravité. La bride qui risque de péter, tout ça, c'est un critère de gravité potentielle. Évidemment, si en plus c'est chez un BPCO, un poumon malade sous-jacent, à ce moment-là, ce sera encore plus forte raison de prendre ça en charge comme un critère de gravité, un pneumothorax grave. Sur le traitement, c'est pas marqué dans la correction, ça a été enlevé, enfin, je pense qu'il y a un coup de blanc. La première chose à faire, c'est mettre de l'oxygène, même s'il y a une bonne SAT, on ne peut pas le savoir.
mettre de l'oxygène, un pneumothorax, c'est la première chose à faire. D'ailleurs, ça pourrait peut-être au niveau moléculaire contribuer à recoller la brèche. Donc mettez de l'oxygène, hein. Ça c'est pas possible de pas mettre d'oxygène. S'il y a un truc là, vous êtes injustifiable. Hein. Vous le mettez en pneumologie ou en réa, là ça se discute les deux. Hein. Les deux sont acceptés. S'il n'y a pas de critères de gravité, vous pouvez le mettre en pneumologie. Si quand même vous n'êtes pas sûr que la prise en charge va être rapide pour un critère de gravité, c'est-à-dire là en l'occurrence vous n'êtes pas sûr que ce soit pas un hémothorax, là mettez-le en réanimation. Hein. Vous mettrez le drain, puis il remontera avec son drain et son pleurévac en salle. N'oubliez pas que pour la pose du drain, il faut un contrôle radiologique, hein, ça a l'air évident. Parfois le drain quand il est dans le poumon, quand il est en périphérie ou quand il est allé n'importe où, ça fait peur. Hein. Donc n'oubliez pas quand même de vérifier à la radio qu'il est au bon endroit et au passage que le poumon s'est bien recollé. Bon, les dernières questions la dernière question est facile. Là, sur les éléments de la surveillance. Les éléments de la surveillance, là, c'est bien la petite gymnastique pour finir. N'oubliez pas de surveiller la boîte. Vous avez mis le drain, vous surveillez localement, c'est bien, l'oscillation pulmonaire, tout ça. Surveillez la boîte, le pleurévac. Vous regardez, il y a un endroit où ça bulle, quand il y a de l'air qui rentre, et il y a un niveau de l'eau que vous avez mis qui est blanche, et comme derrière c'est bleu, ça a l'air d'être bleu. Et donc du coup, vous regardez si ça bulle ou si ça oscille. Si jamais ça bulle, et que ça oscille, ou par exemple dans le tuyau du drain, ou dans la boîte, si ça oscille et que ça bulle, ça veut dire quoi? Si ça bulle, ça aspire de l'air. Si ça oscille, il y a une transmission de pression avec la pression pleurale, donc on est bien dans la plèvre et ça bulle encore. La brèche n'est pas fermée. Si jamais ça bulle et que ça n'oscille pas, il y a une fuite. Alors soit le drain est tombé par terre, regardez par terre, c'est important. Soit par exemple si on l'a tiré un peu, si on a mobilisé le drain, parfois il y a des crans hein, tout le long, parfois il y a peut-être un cran qui est sorti, donc il aspire un peu de l'air. Donc s'il n'y a pas d'oscillation, c'est qu'il n'y a pas de transmission de pression pleurale, donc le système n'est pas étanche. Un endroit, il y a peut-être un raccord qui a un endroit qui pose problème, au bout du drain comme sur le trajet du circuit, et si ça bulle, c'est que ça aspire de l'air, donc il y a vraiment un trou dans le système. Si jamais ça oscille et que ça ne bulle pas, c'est-à-dire qu'on est encore dans la plèvre, il y a bien une transmission des pressions, et donc par contre, effectivement, il n'y a plus d'air qui est résorbé. On peut faire une épreuve de clampage de drain pour voir si ça ne se redécolle pas. Donc ça, on l'enlever tout de suite, évidemment. Et si jamais ça... alors là, qu'est-ce qui reste? Ça n'oscille pas et que ça bulle. On n'avait pas dit celui-là? Non. Voilà, si ça n'oscille pas et que ça ne bulle pas. Et si ça n'oscille pas et que ça bulle... Vous suivez ou pas? Voilà. Voilà, très bien, parfait, vous avez bien suivi. Le bilan étiologique que je vous ai proposé, c'est facile, hein, il n'y avait pas de bilan étiologique, c'est un premier épisode, hein, donc c'est une blême qui a pété. En fait, on ne fait pas de bilan parce qu'on sait la cause. S'il y avait plus de 50 ans, fumeur, etc., hop, scanner, fibro, tout ça, vous faites en hospitalisation la fois d'après pour chercher une cause en dessous. Sinon, vous ne faites pas de bilan. Non, c'est un pneumothorax droit spontané, c'est le premier épisode, donc vous êtes sûr de la cause. Vous êtes sûr de la cause, donc pas besoin de faire de bilan. Par contre, ne pas faire de bilan, ça ne veut pas dire que ça ne va pas recommencer. Là, vous pouvez déjà lui dire, et ça, il faut l'informer, ça c'est la question d'après, il faut lui dire, c'était la question d'avant, il faut lui dire, hein, dans les informations, vous risquez d'en refaire un. Je préfère vous prévenir tout de suite. Et donc, dans le traitement que vous proposiez, si elle était saxophoniste, il faut la talquer. Ou alors, il faut l'arrêter à vie. Hein. Il faut la talquer sinon. Si elle est musicienne, il faut lui dire, pas d'effort à l'autre fermé. On ne se mouille pas. D'accord, si elle fait de la basse, ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est la différence qu'il y avait dans la profession. Vous lui dites bien que ça va recommencer, peut-être. Ça peut recommencer de l'autre côté, une fois sur 10% des cas. À ce moment-là, il faut l'opérer. Et ça peut recommencer du même côté. Et ça, c'est plus fréquent. 30%. Si elle en fait un deuxième, elle a combien de chances de recommencer? 60. D'un troisième. Et alors après, c'est 80, c'est exponentiel. Donc surtout, dites-lui bien, parlez-lui bien de ce risque de récidive, et dites-lui que soulever les cartons, etc., faire les efforts avec l'autre fermé, c'est pas bon. Et c'est là où vous avez marqué l'arrêt du tabac. Si elle faisait un pneumothorax contralatéral, comme c'était le cas après, vous l'avez tous mis chez elle? Surtout pas, vous le mettez en chirurgie. Pneumothorax contralatéral, même s'il est petit, vous le mettez en chirurgie. Elle a un risque de faire un pneumothorax bilatéral. Et là, vous la talquez. Contralatéral, là c'est sûr. Il faut la talquer. Et si jamais elle en faisait un tous les mois, c'est facile ça. Tous les mois, c'est bizarre quand même. Tous les mois, je fais un pneumothorax. Enfin, bizarre, tous les mois. Ouais, c'est bien. Où ça? Externe? Oui. Et donc, comment tu aurais la preuve? D'endométriose. C'est pour ça que ce serait mensuel, ce serait avec les règles. En fait, les nodules qui évoluent avec le cycle menstruel, qui décollent la plèvre et qui font un pneumothorax, tu l'aurais en thoracoscopie en allant talquer. Bon.
Ça, c'est pas... Ah, ça se voit pas la brèche. Elle est toute petite. Ah non, la bulle a pété, ça a fait une petite brèche. Et le plus souvent, la brèche se referme.